Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Réflexion et Analyse. Bienvenue pour toutes les nouvelles personnes et les abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, commenter. Je rappelle juste l'objectif de ma chaîne, c'est d'apporter une critique et une analyse sur tout type de sujet pour donner des clés de compréhension pour comprendre le monde dans lequel on vit en incluant donc une vision spirituelle des choses. Je rappelle juste que j'ai donc un avis personnel, que j'essaye au mieux de dénoncer donc les faits pour vous donner les clés de compréhension évidemment. Vous pouvez chacun évidemment euh, prendre une position par la suite pour donner votre propre avis. Alors tout d'abord, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et au fait que plusieurs collapsologues annoncent depuis longtemps la fin du monde, la fin d'un monde, la fin des temps, crise financière, etc. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une forme de fin des temps. En revanche, c'est pas la fin du monde. On arrive toujours à vivre, manger, boire. En plus de ça, au niveau historique, on a vécu des choses bien plus dangereuses, notamment la peste, la guerre. Et même si ce que l'on vit maintenant, pour certaines personnes tout de même, c'est quand même beaucoup plus doux que ce qu'il y a eu dans le passé, ça n'en est pas moins dangereux. Dans le sens où quand même il y a des risques liés au confinement, à la distanciation sociale, à des crises financières qui amènent des morts tout simplement, et puis des morts aussi directes par rapport à la maladie. Alors moi, c'est vrai que ce terme jusqu'à nouvel ordre m'a interpellé. C'est vrai qu'il suffit juste de mettre des lettres en majuscules et tout de suite on est interpellé. Donc je vais proposer donc une analyse sur plusieurs plans, notamment sur une analyse actuelle, sur la politique française intérieure, la géopolitique internationale, les médias et leur traitement, le traitement du sujet, l'aspect monétaire, et puis enfin apporter donc une analyse un petit peu spirituelle et une analyse personnelle de ce qui pourrait se passer dans plusieurs mois ou années éventuellement. Alors au niveau de l'analyse actuelle, il faut tout d'abord relativiser les chiffres liés aux morts du coronavirus. On sait évidemment que le coronavirus est très très contagieux, qui touche aussi un certain nombre de personnes. En revanche, on voit quand même que déjà les morts par rapport à les personnes qui meurent, 2,6 millions de personnes qui meurent de problèmes respiratoires, mais aussi de problèmes qui sont déjà récurrents en France, déjà en Italie, en Chine évidemment. Il y a une récurrence des problèmes respiratoires. Donc voilà, il faut aussi relativiser les choses par rapport aux données historiques que l'on a. En plus de ça, on a un certain nombre d'éléments, que ce soit au niveau mondial et puis au niveau français, des problèmes de mort par la faim, par le cancer, les suicides. Donc voilà, c'est vraiment à relativiser le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui par rapport au coronavirus. Après, par rapport donc à la maladie, il y a aussi des éléments à prendre en considération puisque voilà, il y a plusieurs coronavirus, que ce soit chinois, italien, français. Il y a sur chaque continent des divergences, des symptômes qui sont différents, l'âge aussi qui touche plus ou moins, enfin le coronavirus touche plus ou moins des âges différents. Donc voilà, ça c'est un élément aussi à prendre en considération sur l'analyse actuelle
qu'on peut faire. Au niveau de l'analyse de la politique française, on peut déjà regarder que au niveau présidentiel, donc au niveau de la personnalité de Macron, on voit que bah, depuis pas mal de temps maintenant, les présidents sont très contestés. On a atteint un niveau évidemment assez inédit. Sur la République en elle-même, par rapport aux personnalités qui représentent la République, on voit qu'il y a une fragilité, hein, vraiment enfin, très flagrante, hein, que voient évidemment tous les Français. Et donc, dans ce contexte-là, la fragilité de l'État français d'Emmanuel Macron reste encore assez relative, puisqu'on est un pays qui au niveau du respect de l'État, est quand même assez fort, un gouvernement assez fort, des pouvoirs de la présidence qui sont quand même très forts, comparés à d'autres, d'autres, d'autres États politiques. Quand on regarde plus précisément la stratégie politique d'Emmanuel Macron, ou la prise de conscience politique et les actions qu'il a menées, et très certainement qu'un certain nombre d'autres présidents auparavant ont essayé aussi de mener leur propre chemin de bataille. Il y a quand même une réalité politique derrière tout ça, avec un Emmanuel Macron qui lui, a trempé évidemment dans le cynisme, dans l'opportunisme, avec évidemment des pactes, hein, on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas des collaborations avec échange, hein, avec intérêt, notamment vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la banque, vis-à-vis des lobbies, on va dire, sociétaux. Et donc, bon, il essaye, avec tactique politique, de s'émanciper, en essayant de chercher de l'aide auprès de la Russie, de la Chine, essaye de s'émanciper de l'État profond, on va dire, et des pactes qu'il a menés par exemple, donnant à l'UE le poids de la décision, de la fermeture des frontières ou non, donc pour mettre à mal la technocratie de l'Union européenne, tout en montrant aux gens un certain nombre de dysfonctionnements, et lui, voilà, il essaye de faire comme il peut, malgré qu'il a quand même pas mal fait des décisions compliquées, des décisions destructrices, pardon, pour la France. En revanche, hein, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Donc il y a à la fois une critique de la nation, puisque voilà, il se souhaitait dans l'Europe, etc. Mais des contradictions fondamentales entre les frontières, critique des frontières, mais critique de la nation. Donc on voit quand même que c'est pas très, très facile de gouverner en ayant tout simplement une schizophrénie intellectuelle, quoi. Au niveau de l'analyse géopolitique qu'on peut avoir de ce sujet, on voit déjà différentes manières d'agir au niveau européen et au niveau international. On voit d'ailleurs tout simplement qu'il n'y a pas d'Europe, pas de solidarité. Vous avez tous entendu parler, hein, des masques qui ont été confisqués plus ou moins par un certain nombre d'États, donc il n'y a pas de solidarité européenne. On voit qu'au niveau européen, chacun donne un petit peu sa pièce à l'édifice, avec
avec des manières de gérer, hein, comme le Royaume-Uni, la France, l'Italie, et puis après au niveau international évidemment avec des politiques fortes, hein, de la Chine, des politiques fortes des États-Unis. Voilà, il y a vraiment à chaque fois, chaque culture, chaque nation différente, des manières d'agir différentes, et ça c'est vrai qu'il faut le noter sur ce sujet. Au niveau des États-Unis, on voit déjà, quand on reprend les faits évidemment, que l'économie américaine était au plus haut, que ce soit au niveau financier avec le S&P, que ce soit au niveau aussi économique, l'économie réelle avec le nombre d'emplois créés. Donc il y avait au niveau économique un élément extrêmement important, intéressant pour le président des États-Unis, tout en sachant que l'économie en Amérique a un impact fort sur le comportement politique des peuples, enfin des individus tout simplement. Au niveau géopolitique, on voit qu'il y a une cohérence et puis une différenciation de la politique de l'administration Obama avec des comportements, politiques, diplomatiques musclés, hein, que ce soit en Iran, Venezuela, mais on se retrouve quand même avec aucune guerre en plus, en Afghanistan justement, après 18 ans de guerre, on se retrouve avec un accord de paix. Voilà, il y a une continuité, une stabilité, et puis une différence de traitement, de manière, de tactique, de stratégie politique. Ça, c'est un élément qui est important. Et puis, sur la politique intérieure, il y a aussi un combat, hein, un combat spirituel de par le combat pour la vérité, mais aussi une politique intérieure où il va parler ouvertement de médias alternatifs, du deep state, comme il l'appelle. Il aussi fait un combat important vis-à-vis de Hollywood avec l'affaire Weinstein, Einstein, enfin voilà, tous ces éléments-là. Place au niveau de la justice, donc le combat pour la vie des personnes, des juges qui sont pro-vie. Donc on a vraiment une stratégie de politique intérieure importante voilà, le combat il est à l'intérieur des frontières et à l'extérieur des frontières tout simplement, avec d'ailleurs une remise en place des frontières. Au niveau de la stratégie, de la tactique politique, de mettre aussi face aux responsabilités les gouverneurs qui ont, comme c'est un État fédéral, beaucoup d'argent, mais ils ne la mettent pas forcément à profit, ils demandent à chaque fois au gouvernement. Donc là, il a mis en place un certain nombre de choses pour combattre tout simplement le coronavirus, tout en ayant une stratégie pour préserver l'économie. Donc il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte. Et puis on voyait tout simplement que les démocrates, hein, étaient vraiment très contestés. En tout cas, la primaire était très contestée. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on peut prendre cet élément en considération dans notre analyse. Au niveau des médias, donc comme on a vu, hein, tout à l'heure, au niveau des graphiques, hein, tout simplement, l'hyper couverture des médias en fonction du nombre de personnes qui meurent, hein, du virus est quand même disproportionnée. Déjà le contexte, hein, c'était que après la crise des gilets jaunes, évidemment, il y a le traitement a ouvert les yeux au peuple français, qui a vu que les médias n'étaient pas forcément objectifs, ou en tout cas avaient un certain nombre de positions. Et du coup, à court terme, voilà, il y a une récupération court-moyen terme d'une audience qui était perdue. En revanche, il y a une hyper couverture au niveau
du sujet, tout simplement, sur une hyper-couverture aussi de la sensibilité, avec une dose de pleurs de personnes qui sont en état de choc. Donc on a cet élément-là, une hyper-couverture aussi des docteurs qui viennent tous de Paris, qui ont tous une idéologie quand même différente des personnes qui sont en province. Et enfin, tout simplement, on voit que les Français, avec les réseaux sociaux notamment, euh, ben, diversifient tout simplement leurs sources d'informations, et ce qui est un élément qui est quand même intéressant, qui met aussi quand même la pression sur les médias qui ont été obligés de parler de la chloroquine, du docteur Raoult, des problèmes des EHPAD. Alors pour pousser un petit peu sur la partie monétaire et financière, car au fur et à mesure on essaye de voir les choses qui ne se voient pas forcément. Alors tout d'abord, mais l'histoire du capitalisme et du mondialisme qui sont aujourd'hui mis à mal, remis en question par le système triangulaire, en quelque sorte, qui avait avec la Chine, les États-Unis, l'Europe. On voit, déjà au niveau historique, qu'il y a eu des contractions et des périodes d'expansion de la mondialisation avec les anciennes routes de la soie, avec le commerce triangulaire d'esclaves, la découverte de la pomme de terre, etc. Donc on avait déjà une mondialisation, mais il y a eu des rétractations à des moments donnés au profit des peuples, ou en tout cas il y a eu des rétractations. Et puis le capitalisme, comme Marx le dit, c'est provoque la suite successive de crises jusqu'à a priori une crise donc d'une révolution prolétaire, etc., etc. Donc on a aussi sur le graphique les différentes crises, par exemple, qu'ont eu le CAC 40. Et donc ça, c'est tout à fait normal, en fait, dans notre système. En revanche, ce qu'on peut savoir déjà, c'est que l'impact de la crise de 2008 et des anciennes crises, mais surtout de 2008, comme on le voit sur les différentes valeurs de l'euro, qui ne fait que de chuter depuis en fait plus d'un an. On le voit depuis 2017, etc. Mais une pression sur les peuples qui sont devenus des peuples consommateurs. On n'est plus on va dire en Europe, un peuple d'industrie, donc pays consommateur. Donc du coup, non seulement ça traduit une baisse du pouvoir d'achat, baisse du niveau de vie, mais aussi une perte de la confiance en la monnaie. Donc on en reparlera juste un tout petit peu tout à l'heure. Mais voilà, on a cet élément-là qui nous met dans un contexte déjà monétaire compliqué. Sur les dépendances, on voit que la Chine et les États-Unis sont extrêmement dépendants de l'Union européenne au niveau de leurs exportations, selon la Commission européenne. Donc il est vrai que ça touche de plein fouet les économies de la Chine et des États-Unis. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a des manières différentes de voir les choses. Donc on pourra reparler évidemment de la stratégie précise de la Chine. Et puis ça dégage des opportunités au niveau du public, donc de la dette publique, dans le privé aussi, au niveau des cours des actions, donc d'aller chercher des actions qui sont intéressantes à des prix inférieurs. Et donc, pour contrecarrer tout ça, donc, ce que a toujours fait les banques centrales, on voit l'état évidemment du Japon, d'aller chercher l'hélicoptère monnaie, le quantitative easing, de rachat d'actions, qui n'est pas du tout dans
dans le manuel, hein, dans les pouvoirs des banques centrales. Donc au niveau de la Fed, de la BCE, on pourra rechercher un petit peu plus d'éléments sur ces stratégies-là. Mais c'est vrai que on voit que sur les stratégies qui restent quand même assez limitées, malgré des moyens qui sont en théorie illimités, mettent une pression non seulement sur la portée politique des décisions de la Banque centrale, des banques centrales, mais aussi qui mettent une pression tout simplement sur la monnaie. Et plus on avance, et plus la monnaie sera... il y aura une crise de confiance, donc retour vers les actifs de valeur, on pourra en reparler. Donc sur la stratégie chinoise, on voit que déjà, malgré évidemment la manière dont ils ont de travailler, on voit que déjà ils sont concentrés sur leur population, protection de leur population, et faire faillite auprès des entreprises qui sont un petit peu, qui sont très faibles. Hein. Et donc, on a toujours une stratégie de long terme de protéger la monnaie, le yuan, pour avoir une influence évidemment toujours grandissante sur la région. Par rapport à l'analyse spirituelle qu'on peut faire du sujet du nouvel ordre, entre guillemets, nouvel ordre mondial. Je rappelle juste que la spiritualité et le spirituel, c'est tout d'abord de voir au-delà des apparences, puisqu'il y a des règles, donc des règles matérielles et il y a des règles immatérielles. Et l'idée, c'est de voir au-delà des apparences, mais aussi concrètement, de manière assez pragmatique, de décrire, entre guillemets, là où est-ce que les gens mettent leur foi. Donc par exemple, mettre leur foi en Union européenne, donc à l'euro, ils mettent leur foi dans le sport, dans le cinéma, le maquillage, etc. Donc c'est un peu une forme de spiritualité. Donc l'immatériel qui sert le matériel, on pourra évidemment reparler de ce sujet-là. Donc sur l'analyse spirituelle qu'on peut avoir du sujet, on voit tout d'abord que Vladimir Poutine fait à la fois une très claire distinction entre les politiques décadentes post-68 mais ça remonte aussi un petit peu plus loin, fait d'abord une grosse différence entre ces politiques-là, occidentales, avec ces déclarations entre parents 1, parents 2, aussi la mention de Dieu dans la Constitution. Donc il y a cette différence, distinction, mais aussi je dirais, un clin d'œil aux populations croyantes, pratiquantes, mais aussi les populations qui n'ont plus de repères, tout simplement, surtout dans cette période-là d'épreuve, mais en tout cas les premières bases d'un nouvel ordre qu'on voit évidemment en images. Donc c'est assez intéressant de voir cette spiritualité dans ce sujet. Lui, il est pour l'aspect nouvel ordre mondial multipolaire, basé sur la justice. On pourra évidemment recreuser cet élément, donc c'est un premier point qui est important. On voit aussi la capacité de la Chine, de la Russie, et puis on voit aussi Cuba, d'intervenir, de proposer tout simplement l'aspect social d'une vision socio-économique du monde. Donc on voit une capacité vraiment réelle de la Chine, au niveau politique, au niveau concret, pragmatique, d'aider les gens, qui traduit l'effondrement tout simplement de l'Union européenne, et aussi donc l'effondrement aussi de la pensée écologique, du vécu tout simplement de la
décroissance. Hein, tout ça, là, on vit concrètement qu'est-ce que c'est la décroissance. C'est donc l'écologie, les écologiques sont très contents, mais les gens, très concrètement, il faut pouvoir manger, il faut pas avoir à vivre. Voilà, il y a un combat spirituel entre la vie et la mort, et la compréhension de la valeur de la vie, tout simplement. Donc pour conclure sur le sujet du nouvel ordre, aujourd'hui on a donc un certain nombre d'éléments et on attend aussi des informations sur ce qui va se passer. On voit les multiplications de la Russie et de la Chine sur l'Europe. Ce qu'on peut imaginer évidemment, c'est la chute de l'Union européenne et un nouvel ordre peut-être plus juste, multipolaire, qui serait donc avec une alliance la Chine et la Russie, une monnaie internationale qui serait complètement rebattue. Peut-être un système financier remis sur la table, et ce serait en ce sens-là que je verrais donc le nouvel ordre. Alors n'hésitez pas donc à commenter, partager, structurer votre pensée pour qu'on puisse apporter des éléments, des informations complémentaires et des visions différentes de ce que vous voyez dans Nouvel Ordre. Merci.